Alors je suis ravi d'être avec Romain Bessonnet, secrétaire général du Cercle Aristote, que vous connaissez bien, géopolitologue, qui a une analyse très précise, très intéressante, toujours très éclairante de la situation. Et on va commencer par cette scène surréaliste qui fait le tour du monde, au Vatican pour l'enterrement du pape François. Macron qui a voulu s'incruster dans une réunion entre Trump et Zelensky. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et pourquoi Trump n'a pas voulu que Macron soit là? Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette scène? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, tout d'abord, on sait déjà ce que Trump a dit à Macron, étant donné que la presse britannique a fait une analyse du mouvement des lèvres. Ah oui? Ouais, c'est le Sun qui a sorti ça donc ce matin. Ça dit quoi? Et donc ça dit, Trump a dit à Macron, tu n'as pas raison, tu ne dois pas être ici, va-t'en. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment... je pense pas que Nixon aurait parlé comme ça au général de Gaulle, par exemple. C'est sûr. Donc voilà. Et donc ça, c'est quand même déjà incroyable. Et qu'est-ce qui craint que Macron pousse son agenda de guerre, en fait? Ce qui se passe, c'est que actuellement, la France et le Royaume-Uni sont les deux puissances, en fait, qui passent leur temps à dire aux Ukrainiens de ne pas signer d'accord. C'est ça. Voilà. Et donc, on est vécu par l'administration américaine comme étant des sortes de parasites qui ont envie de se faire leur beurre sur le conflit et de prolonger le conflit. Parce qu'aujourd'hui, on a, d'après toutes les sources, on a les grandes lignes d'un accord, la presse américaine l'a sorti, et la France et le Royaume-Uni contactent Zelensky quasiment tous les jours, enfin même tous les jours. D'ailleurs, Macron avait rencontré Zelensky donc, avant la rentrée dans Saint-Pierre-de-Rome, ouais. et donc je pense que Trump devait avoir l'information qu'il y avait eu une conjuration dans les jardins de l'ambassade de France à Rome où s'était arrêté Zelensky auparavant. D'accord. Il faut savoir que l'ambassade de France à Rome, en fait, elle est juste à côté du Vatican. Juste à côté. Le Quirinal. Et donc Trump a dit c'est bon. C'est juste aussi, parce qu'il y a du bruit, on entend la musique, qu'on est en manif pour la paix. J'ai oublié de préciser. On est en manif pour la paix. Tu es intervenu tout à l'heure, la manif pour la paix. Et donc voilà, Trump a senti, je dirais, le coup arriver et il a dit non, on va régler ça entre moi et Zelensky. Vous les Français, et Starmer aussi a essayé de s'incruster avant. Ah, d'ailleurs, on l'a vu à la fin aussi, quand ils étaient tous les quatre là. Donc il a dit non, je veux que Zelensky avec moi. Et donc voilà, il y a eu un conciliabule dont on ne sait pas grand-chose actuellement, mais je pense que l'idée c'est que les Américains, le vice-président Vance, quelques heures plus tard, a dit nous, s'il n'y a pas d'accord, enfin si les Ukrainiens ne veulent pas d'accord, nous on arrêtera toute l'aide et ce sera définitif. Voilà, donc la pression est maximale. La pression est actuellement maximale sur Zelensky. Et bien sûr, Macron et Starmer font un maximum de pression dans l'autre sens pour que Zelensky ne cède pas, notamment sur la question des territoires et puis sur la question du futur statut de la Crimée, qui sont les deux questions sur lesquelles on discute actuellement. D'ailleurs, cette histoire de la Crimée est complètement dingue, parce que la Crimée, ça fait maintenant 11 ans. Ouais. Plus personne n'imagine un instant un retour en arrière, au risque sinon de déclencher vraiment une très grosse guerre. Donc c'est complètement délirant de s'accrocher à cette histoire. Et de toute façon, en fait, la Crimée dans l'histoire. Et puis en plus, la Crimée, elle est russe depuis 2 siècles et avant elle était turque. C'est ça. C'est un territoire qui a jamais été vraiment. On peut rappeler l'histoire un peu de la Crimée qui a été donnée. En fait, la Crimée, elle a été donnée par Khrouchtchev en 1954. Ouais. Au moment de l'inauguration du canal de Crimée d'ailleurs. C'était donné à l'Ukraine. Donné à l'Ukraine pour les 300 ans du couronnement de la Russie. Donc pour les 250 ans du couronnement de la Russie. Donc non, c'est une grande fumisterie ça, de dire que l'Ukraine a toujours été ukrainienne et que les Criméens ne demandent qu'une chose, c'est de réintégrer la mère patrie ukrainienne. Voilà. Toutes les personnes qui ont visité la Crimée avant qu'elle passe sous le contrôle des Russes savaient très bien qu'on n'était pas en Ukraine. Personne parlait ukrainien, il n'y avait pas de drapeau ukrainien. Voilà. Mais alors là, Macron, par exemple, en étant sur cette position, et d'autres pays de l'Union européenne, veulent vraiment rendre impossible toute négociation de paix. Ce qu'ils veulent, c'est mettre fin aux négociations, et puis, sachant que les renseignements, le chef des renseignements allemands a dit il faut que le conflit continue jusqu'en 2030. D'accord. Donc ils veulent passer un mandat Trump, se dire on a un démocrate qui va revenir,
Voilà. éventuellement. On aura un belliciste. démocrate qui va revenir, et là, on pourra enfin faire la grande guerre contre les Russes et puis faire reculer. Il faut quand même que les gens entendent ce que tu dis là, Oui. hein. C'est très sérieux, c'est Oui. très sérieux, c'est extrêmement grave. On parle d'une force de coalition de 10 à 30 000 hommes, les chiffres qui sont sortis. On a appris par une dépêche AFP uniquement en anglais, pas en français, c'est hallucinant, qu'il y avait déjà des entraînements entre des troupes françaises et britanniques dans des villages du nord-est de la France sur la guerre urbaine type ukrainienne, là, en ce moment. Oui, oui. Donc, est-ce que tu penses qu'ils sont déjà avancés dans leur idée d'envoyer des troupes? Ah, mais moi, je pense que... Non, en fait, je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de ces ambitions-là, mais en tout cas, ils font un signe politique, en fait, en direction notamment des États-Unis, notamment de l'establishment de l'État profond américain, en fait, pour lui dire, voilà, si vous nous donnez le feu vert, nous, on est prêts à y aller. Et deuxièmement, ça sert aussi à nourrir le narratif de Zelensky que nous, l'Ukraine, même si on n'a pas les États-Unis, on a l'Europe qui est derrière nous. Pour donc conserver l'agenda progrès. Sachant qu'actuellement, justement, la volonté de paix, y compris au prix de pertes territoriales, commence à devenir majoritaire dans l'opinion en Ukraine, en fait. C'est ça. C'est ce que montrent tous les sondages. Ah oui, oui c'est ça, les Ukrainiens veulent la paix maintenant, clairement. Qu'est-ce que tu penses du nouveau chancelier qui va prendre ses fonctions en mai en Allemagne, Friedrich Merz, qui a l'air plus belliciste que Scholz? Ah, il est beaucoup plus belliciste que Scholz. Ouais. Il a une furieuse envie, lui, de réarmer l'Allemagne dans tous les sens du terme. Et puis, surtout, sa grande ambition, c'est de réanimer une organisation qu'on appelle le triangle de Weimar, c'est-à-dire entre la France, la Pologne et entre la France, la Pologne et l'Allemagne. Voilà. Donc, et ça, ce serait, là, vous avez l'axe pro-guerre en fait, qui est complètement formalisé. Et l'Allemagne, en fait, viendrait dire, nous, on est prêt à mettre nos forces économiques et notre industrie au service de la guerre. Par contre, faut que tous les Européens payent. Ouais. Et ça se fera au prix, d'emplois français, parce que effectivement, on va continuer en fait la désindustrialisation de la France dans ces cas-là pour transférer les emplois en Allemagne. Et on fera payer des belles usines Rheinmetall donc de l'autre côté de la frontière par le contribuable français au nom de la défense de l'Europe. D'ailleurs, cette semaine, le patron de Dassault a redit, il l'avait déjà dit, mais il a dit clairement, je crois en commission parlementaire, que c'était une folie en fait l'avion franco-allemand et même un peu plus, il y a aussi l'Espagne, le SCAF, l'avion de combat, parce qu'on est parfaitement capable de le faire en France et que ça va juste à du transfert de technologie, a-t-il dit, à l'Allemagne. Oui, c'est ça. Et en fait, l'Allemagne qui voit que pour ses industries civiles, ils sont en train de perdre tous leurs avantages comparatifs, notamment avec la perte du gaz russe, et qui sont en train de se faire complètement piller par les Américains, en fait, décide de se refaire la cerise en devenant l'arsenal de l'Europe, en fait. C'est ça. Et donc, on voit Rheinmetall qui ouvre, je crois, 3 usines cette année. Et tout ça va être financé par le contribuable français via l'Europe. C'est ça. Donc la seule solution à cela, c'est de quitter l'Union européenne. C'est de quitter l'Union européenne. Voilà, si on ne quitte pas l'Union européenne, on va continuer à payer pour tout ça. Parce que c'est la France qui paye. C'est une évidence. Justement, Union européenne, je voulais aborder un dernier point, c'est la Roumanie. Oui. Alors là, c'est devenu très compliqué. Il y a eu l'annulation de l'élection le 6 décembre. L'élection présidentielle reprogrammée le 4 mai. Georgescu, entre-temps, annulé, il devait gagner, souverainiste. Il n'a même plus le droit de se présenter. Il est même mais poursuivi. Tu sais que dans l'un des points de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui lui interdit de se présenter, il y a le fait que, comme il est pour la sortie de l'Union européenne de l'OTAN, eh bien, ce serait un danger pour la sécurité de la Roumanie s'il était élu. D'accord, donc c'est assumé. Donc là, c'est assumé. Là. C'est assumé. On n'a pas le droit d'être candidat si on est. D'ailleurs, une autre candidate plus petite, mais qui était sur la même position, a aussi été effectivement. Madame Chochoake a elle aussi été interdite de se présenter. Et c'est le 6e point de son arrêt aussi. C'est ça. C'est qu'elle était contre l'Union européenne. C'est incroyable. Mais cette semaine, il y a eu une décision d'une cour d'appel de Ploiesti qui a annulé, légalement, je ne sais pas si on pouvait le faire, mais bon, la décision de la Cour constitutionnelle. Et j'en ai parlé sur ma chaîne, c'est intéressant, ça montre quand même qu'il y a des anticorps, il y a de la résistance dans le pays, ça résiste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on a appris qu'il y avait eu 200 recours. Ils ont fait en fait de l'obstruction judiciaire, mais c'est une stratégie qui est tout à fait valable. Ils ont fait des recours devant 200 tribunaux contre cette décision inique de la Cour constitutionnelle, dans différents tribunaux. Il y en a un pour lequel ça a marché, Ploiesti.
Et alors, le journal Le Monde sort un papier hier, j'en tombe de ma chaise, en disant le fait qu'il y ait 200 recours en même temps devant la justice en Roumanie prouve qu'il y a une nouvelle ingérence russe. Donc maintenant, les Russes envoient des gens devant les tribunaux pour faire des recours. Enfin, on est un truc délirant. À ce compte-là, on voit des Russes partout, là. En fait, à ce compte-là, les 4000 recours contre le décret de Trump utilisant la loi sur les ennemis étrangers pour faire des expulsions massives, en fait, est là aussi, comment dire, une ingérence étrangère, sûrement. C'est complètement. Et ça c'est pathologique. Enfin, c'est quand même. C'est mais psychiatrique. je pense que c'est psychiatrique. Hein, on voit des Russes partout. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est que sur le cas de la Moldavie, par exemple, on a notre gouvernement qui dit que les Russes ont manipulé les élections en Moldavie, alors que c'est le parti pro-européen qui a gagné. Et en fait, c'est la première fois que c'est l'opposition qui truque les élections dans un pays. Ah oui, c'est vrai. Donc, fort. Là, ils vont jusqu'à dire que c'est l'opposition en fait qui truque les élections pour que la présidente pro-européenne reste au pouvoir en fait. Ça. Donc non, on est dans un narratif là justement là purement complotiste. C'est ça. Qui est de dire en fait que comme il n'y a pas de menace russe réelle, parce que personne de sensé ne croit que la Russie a des prétentions territoriales sur la France, eh bien il faut en fait monter de toutes pièces un complot russe contre la démocratie française et contre les démocraties européennes en général et la France en particulier. Et le but en fait c'est de conditionner la population pour que le jour où par exemple on aura une loi sur les partis qui dira que à partir du moment où vous menacez les intérêts de sécurité de la France dont l'Union européenne fait partie, eh bien on vous retire votre agrément de parti politique. Bien sûr. Ça passe. Et la possibilité d'être candidat. Voilà. Tu as vu que dans la nouvelle coalition allemande, il y a un point du programme d'accord de la coalition qui sera dirigé par Merz, qui dit qu'on pourra rendre inéligible un homme politique qui diffuse des fake news et de la désinformation. Oui, bien sûr. Et qui décide ce qui est une fake news ou pas, c'est eux. Et je rappelle qu'au début du Covid, même pendant longtemps, dire que le virus était éventuellement d'origine laboratoire était une fake news. Oui. Dire que le vaccin n'empêchait pas la transmission était une fake news. On avait, Monsieur Véran avait dit aussi que le Covid ne mutait pas et que dire le contraire était une fake news. Oui, il avait essayé de faire la leçon au professeur Raoult là-dessus, on se souvient. Bon, non, mais voilà, on voit l'engagement totalitaire de cette Union européenne et qui nous mène vers moins de liberté et plus de guerre. Donc il faut en sortir. Voilà. Enfin, on a tout intérêt à en sortir. Merci mon cher Romain et merci pour ta participation à cette manif. Pour un grand merci à Romain Bessonnet qui a toujours une analyse extrêmement pointue et intéressante. Et les révélations de la presse britannique sur ce que Trump a dit à Macron sont sidérantes. Macron est un problème. Et il a été analysé comme un problème qui peut nous conduire à une troisième guerre mondiale avec l'Union européenne. Et ce constat, cette analyse est manifestement très largement partagée. Alors comment imaginer que des oppositions ne veuillent pas destituer Macron, au moins voter une motion de censure et puis engager la sortie de la France de l'Union européenne, le Frexit. Quand on entend cela, quand on voit ça, quand on sait cela. Plus l'affaire de la Roumanie dont on a parlé aussi, et tout le reste, et ce qui arrive avec Merz en Allemagne, on a parlé de tout ça. La solution, c'est de sortir de l'Union européenne, c'est de reprendre en main notre destin. Et j'étais très heureux qu'on fasse tout cela au moment de cette manifestation nationale pour la paix qui a été un très grand succès, ainsi que les 12 autres manifestations et rassemblements pour la paix organisés par les Patriotes partout en France ce week-end des 26 et 27 avril. Merci de partager cette vidéo. Je crois qu'elle apprendra beaucoup de choses à beaucoup de Français. Vous pouvez aider à un meilleur partage de la vidéo en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous, un petit clic gratuit pour vous, c'est tout. Vous êtes abonné à la chaîne et hop, les vidéos circulent mieux, sont plus virales, sont mieux recommandées, vont toucher plus de monde. Voilà. Des gens vont nous découvrir. Merci à vous pour cet abonnement. Et puis, vous le savez, nous sommes en réunion publique. Très bientôt, mercredi 30 avril, au soir, je suis à Quimper. J'ai hâte de vous voir. C'est entrée gratuite, c'est ouvert à tous. Il y a un monde fou. Hein. Mais continuez de vous inscrire. Il reste quelques places par le lien sous la vidéo en description. Inscrivez-vous pour Quimper. Et le samedi 3 mai, je suis à côté de Lyon, en réunion publique l'après-midi. Pareil, entrée gratuite, ouvert à tous. Inscrivez-vous pour Lyon le 3 mai sous la vidéo en description par un lien également. Je vous attends, patriotes. Oui, on bouge. C'est 12 manifestations et rassemblements pour la paix grâce aux patriotes, dont la manif nationale immense, énorme, avec des intervenants brillants. On invite tout le monde, nous. C'était un succès. C'est un succès, ça secoue l'opinion publique. Figurez-vous que des médias sont venus à nouveau à Paris. Vous en entendrez parler, médias grand public, ce qui prouve qu'on dérange vraiment, parce que leurs questions n'étaient pas très bienveillantes. Mais c'est la preuve qu'on dérange après complément d'enquête la semaine dernière et tout le reste. France 2, France 5, Le Parisien.
Mais nous dérangeons, mais nous sommes un mouvement indépendant qui est fragile parce qu'il est totalement libre, qu'il n'a pas du tout de financement public. Il faut que vous veniez. Voilà, si vous voulez renforcer cette dynamique, participer, apporter votre expérience, votre expertise, votre force de cœur et d'analyse et de conviction, je vous attends. J'ai besoin de vous, vraiment. Je vous le dis les yeux dans les yeux, au fond du cœur. J'ai besoin de vous. Je ne peux pas y arriver sans vous, mais ensemble, on gagnera. Vous pouvez adhérer ou réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Voilà, vous choisissez. Faire un don au mouvement est indispensable aussi, même vital, parce que nous sommes un mouvement qui n'a pas de financement public, je le rappelle. Or, il fait. Nous agissons concrètement. Pour faire un don au mouvement, c'est maintenant le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens pour adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement sont également sur notre site, bien sûr, les-patriotes.fr. Et je vous rappelle, et c'est très important à entendre, à savoir que tout ça est défiscalisé de vos impôts aux 2 tiers. Ça fait baisser très massivement vos impôts que d'adhérer, réadhérer ou faire un don. Vous mettez 300 €, ça enlève 200 € de vos impôts. Vous mettez 30 €, ça enlève 20 €. Vous mettez 3000, ça enlève 2000. Vous mettez 50, ça enlève 33 €. Vous avez compris. Énorme bravo aux donateurs, aux réadhérents aussi. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France!